C'est un manager plutôt sportif, 45 ans, des yeux très noirs, souvent très colériques. Tout le monde savait qui il était, donc les gens avaient plutôt peur. C'était le genre de personne, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Quand elle nous donnait des instructions, c'était complètement incohérent ou complètement délirant. Elle est au-dessus de toutes les lois, de toutes les règles, tout lui est permis. Et en fait, il a peur de rien, c'est nos limites, quoi. Je n'ai jamais travaillé en entreprise. Je n'ai jamais eu un N+1 ni un N+2. Parfois, avoir un quotidien stable, des collègues et un salaire tous les mois aurait pu me faire envie. Mais il y a quelque chose qui me refroidit toujours. C'est quand j'entends les salariés me parler de leur chef. Il insultait beaucoup, il nous insultait d'autistes, de dyslexiques, d'abrutis. Il nous reprochait vraiment tout et n'importe quoi. J'ai commencé à être angoissée, à pas bien respirer, à me sentir mal en étant au travail, à pleurer. Il y a certaines fois où j'ai rêvé que je la tuais ou que je fracassais sa tête contre une vitre. Bon, en général, il hurlait mon prénom. Il devenait tout rouge, ce qui était assez comique parce qu'en fait, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Avec qui es-tu allé manger? Et de quoi vous avez parlé? C'est plein de petites choses successives. Par exemple, nous étions en train de lui parler d'un dossier dans le couloir. Et puis, il disait oui, oui. Et puis, il se mettait à faire des exercices de simulation de golf. En fait, comme ça, on dit. Et puis, il vous dit ah, mais je t'écoute, hein, je pratique, je m'entraîne. Qui était cette personne? Et pourquoi on lui laissait avoir tous les pouvoirs? Je le voyais comme un tyran, un dictateur. Parfois, ça allait trop loin, beaucoup trop loin. Quand il était là, personne n'était comme d'habitude. Tout le monde le craignait, tout le monde parlait de lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez bizarre. Parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour travailler. On n'est pas là pour parler de quelqu'un qui sème la terreur. Elle savait être avenante quand elle en avait besoin et être revêche quand elle voulait remettre les personnes à sa place. Ça dépendait du jour. Si un jour elle avait besoin de vous, elle vous disait bonjour. Si elle n'avait pas besoin de vous, elle était capable de vous croiser dans le couloir sans vous dire bonjour. C'était assez lunatique et assez désagréable parce qu'on ne savait jamais le matin en arrivant quelle serait son humeur et comment se passerait la journée, quoi. Quand elle avait un sujet qui la préoccupait beaucoup, elle était capable de donner des missions, la même mission, à différentes personnes, selon si vous passiez devant son bureau à ce moment-là, elle pouvait vous demander. C'est arrivé, par exemple, à ce qu'on soit à la recherche d'un lieu et qu'on s'aperçoit à la machine à café qu'on était 5 en train de chercher le même lieu, quoi. Oui, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas d'organisation dans le travail. X fait ça, Y fait ça, et voilà. C'est un peu... il ne faut pas passer à ce moment-là si vous ne voulez pas avoir la mission, quoi. Le soir, il lisait nos emails, il vérifiait ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. À qui on adressait des offres, à quel montant, sur quel dossier, dans quelle province. Ouais, ouais. Chaque fois qu'on écrivait quelque chose, on se demandait comment ça allait être interprété, comment ça pouvait être retourné contre nous. Ça créait un climat complètement pourri, quoi. Il y avait du flicage, de la surveillance, il y avait de la peur, il y avait de la crainte. En fait, c'était notre sujet de conversation journalier. On était tout le temps en train de parler de lui, savoir où il était. Quand il n'était pas dans l'usine, on respirait un petit peu. Quand il revenait, tout le monde se disait « attention, il est là ». Ouais, c'était pesant, c'était lourd. Rien n'allait avec lui. Il trouvait toujours des défauts à mon travail. Il me disait lorsque j'avais oublié un point ou que j'avais oublié une conjugaison ou voilà, une petite faute d'orthographe. Il me demandait si j'étais dyslexique, si j'étais déjà partie à l'école, comment j'avais fait pour avoir mon bac. J'entendais souvent dire « petit chef »,« petit chef ». Quand il était là, on n'avait qu'à dire oui et à se taire, à obéir sans discuter. C'était ça, manager? Dénigrer, critiquer, rabaisser.
Pourquoi il agissait comme ça? Pourquoi il semait le chaos dans les équipes? Et pourquoi personne ne l'arrêtait? À qui il obéissait, ce petit chef? Mon travail, c'était un travail de commercial, donc il fallait que je sorte du bureau pour aller traiter des dossiers assez importants, compliqués, lourds avec des clients. Et ce manager m'interdisait de sortir du bureau de l'usine. Il voulait que je fasse mon métier par téléphone et par Internet. Mais sa motivation, c'était pas... Sa motivation, c'était qu'il craignait que je puisse trouver du plaisir à faire mon métier, en fait. Ce manager, de but en blanc, me dit « Roland, il va falloir que tu licencies David. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Et sa réponse instantanée, ça a été « Parce que je ne l'aime pas. » Ça venait du fond de lui-même, c'était « Je ne l'aime pas. » Je lui dis « Bon, d'accord, mais attention, c'est un commercial qui ramène du chiffre d'affaires, donc on risque de perdre ce chiffre d'affaires, on va le perdre. C'est pas grave, je ne l'aime pas, tu le licencies. » D'accord, mais tu seras présent avec moi? Non, non, je ne serai pas là. Dès que je fermais la porte de mon bureau, elle arrivait. Elle était là en 2 minutes. Je ne sais même pas comment elle le savait. Bon, je pense que c'est peut-être un de ses gardes-chiomes qui lui disait ou pas. Mais elle était tout de suite, elle ouvrait la porte pour savoir ce que je faisais. Mais c'est quelque chose de lunaire. Elle ne sait pas ce qu'on fait de nos journées, mais dès qu'on fermait la porte, elle était là. Ça a un côté stressant, ça a un côté... puis ça fait flic, quoi. Quand il venait dans mon bureau et que la situation commençait à dégénérer et que je commençais à hausser la voix ou que lui commençait à hausser la voix, il me disait de venir dans son bureau et fermer la porte. Il me disait « mais ici on n'est pas dans un cirque, on n'est surtout pas dans une démocratie, c'est moi qui décide, c'est moi le chef ». C'était vraiment horrible. Octobre 2016, je ne comprends pas comment tu as fait pour avoir ton bac. Si tu préfères jouer à Candy Crush, dis-le-moi. Janvier 2017, je suis sûre que tu es impliqué dans la panne d'imprimante. À chacune de mes prises de parole, stop, tais-toi. Septembre 2016, tes horaires sont 9-17 heures en théorie, mais c'est moi qui décide. Tu n'es pas cadre, tu es seulement alternante, donc dans ton cas, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mars 2017, je ne comprends pas comment tu peux avoir un niveau aussi faible sur Excel, on apprend ça au collège. Je suis ton supérieur, donc tu te tais. Petit à petit, ça s'est vraiment dégradé nos relations. J'ai alerté plusieurs fois, mais ça, à chaque fois, c'était pris comme une critique envers elle et non une alerte. Elle était très agressive. Elle a été même jusqu'à me dire à un entretien annuel que j'ai certainement eu des problèmes avec mes anciens employeurs, que c'était pas possible, que j'étais tellement difficile que c'était pas possible. Donc je suis sortie de cet entretien en me disant « mais elle a peut-être raison, elle a peut-être raison ». Je sais pas pourquoi on prend ça à titre personnel. Parce que on prend ça à titre personnel, peut-être parce que c'est professionnel et qu'on n'arrive pas à détacher. C'est vrai que c'est complètement incongru d'y croire et d'y attacher de l'importance. On peut se dire c'est elle qui a un souci. Mais ça s'immisce dans le quotidien, c'est lent, ça prend des années. On est arrivé quand même, entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie, il s'est passé 4 ans. Donc les 10 premiers mois, ils se sont très bien passés. Donc pendant 3 ans, ça s'est déguetté, ça s'est insinué. Et puis c'est auprès de plusieurs personnes. Donc tout le monde se sent un peu faible. C'est complètement invraisemblable d'imaginer que quelqu'un d'adulte à peu près équilibré puisse se faire détruire comme ça. Mais je vous assure que je ne suis pas la seule, même là-bas, et que ça fonctionne hyper bien. En fait, c'est pas comme quelqu'un qui vous met une claque et c'est violent tout de suite. C'est plein de petites choses successives. Donc il y a un moment où ça devient insupportable. Le fait de prendre le métro et de prendre la ligne que je prenais pour aller travailler était devenu quelque chose qui me stressait, qui me mettait en panique sur la fin. C'était tellement associé à quelque chose de douloureux que ça devenait invivable. Je faisais tout pour éviter de me rendre dans ce quartier autrement que pour le travail, parce que je n'y arrivais pas. Et en fait, je me suis dit, c'est la fin, je maîtrise plus rien du tout. C'est arrivé fréquemment que je pleure au bureau, tellement je supportais plus la situation. Et en fait,
la majorité des personnes autour ne réagissaient pas et faisaient comme si de rien n'était. Et quand on essayait d'en parler, tout le monde avait conscience que la situation était anormale, mais personne ne voulait agir. Je suis partie voir la RH, elle m'a expliqué, donc je lui ai tout raconté, ses insultes, tout. Et elle m'a dit clairement qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'il avait été embauché ou il connaissait en tout cas le président de la boîte. En 2 ans, l'entreprise a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Il a fait partir une vingtaine de commerciaux et de personnel administratif. Donc le chiffre d'affaires de la société a fait une grosse descente, ça s'est stabilisé. Et cette personne aujourd'hui est toujours en place. C'est tellement bien quand tout le monde dit rien et tout le monde s'épaule. C'est le monde idéal, ils sont tous comme ça. Donc ils se tiennent tous parce qu'ils se disent si je ne la couvre pas, ça peut m'arriver. Donc on va se couvrir. Donc ils se couvrent tous et tout ça perdure et elle est là et elle reste là et elle est obligatoirement soutenue, quoi. Sept minutes plus tard, j'étais dehors, avec mon petit carton. Vous n'êtes plus payé, vous n'êtes plus salarié, vous n'êtes plus rien du jour au lendemain, vous rendez tout. Je me suis fait laminer, mais laminer. Et à la fin, il dit bon, bah, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Les personnes que l'on voit arriver en pathologie professionnelle sont le plus souvent dans la consultation souffrance et travail des personnes qui sont des salariés qui sont victimes, même on peut dire même victimes terminales du dysfonctionnement managérial de l'entreprise. Ça peut être des modes de management où on ne va pas toujours donner l'information. On va fixer des objectifs sans en donner les moyens, on va peu déléguer les tâches, et puis on est dans des situations où parfois les situations peuvent être relativement violentes, avec des attitudes de dénigrement, voire d'insultes. Les symptômes que l'on observe, ce sont des symptômes de dépression. C'est le plus souvent, en termes cliniques, on est dans la dépression sévère, chronique. C'est un isolement, il se retrouve en face d'une incompréhension, parce que c'est une situation qui est totalement imprévue dans une trajectoire professionnelle. Et quand ça tombe comme un espèce de couperet, on ne s'y attendait pas. C'est comme une guillotine, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'environnement professionnel. Tant que vous ne trouvez pas de travail, vous dites elle a raison, j'ai 53 ans, c'est elle qui a raison, je ne vais pas retrouver de job, personne ne voudra, et puis d'abord je suis une merde, et puis je ne sais pas travailler, et elle donne raison, et puis elle vous met dans une position hyper difficile, parce que quand vous passez par des cabinets de recrutement, ils posent tous la question, et votre dernier poste, est-ce que vous avez des références et tout, donc elle sait très bien qu'elle vous casse. J'étais en arrêt maladie, je rentrais et tout ce que je pouvais faire, c'était vraiment les choses basiques que je devais faire. Mais j'étais là, mais en étant absente. Donc, c'était vraiment dangereux. Un jour, on pouvait être salarié et finir à l'hôpital. Autrefois, on tombait malade parce qu'on avait la peste ou le choléra. Aujourd'hui, avoir un mauvais manager, c'était devenu la nouvelle épidémie. Les managers qui vont dysfonctionner, qui vont créer une espèce de situation de conflit qui va devenir une situation pathogène, finalement, ils ne sont pas tout à fait formés au management. Donc, ce qui fait que dans une situation de pression, eh bien, il y a souvent une confusion entre la responsabilité et le pouvoir. Finalement, il va progressivement dériver vers une espèce de relation despotique qui devient totalement incontrôlée. N'importe qui peut devenir un petit chef s'il n'est pas formé. N'importe qui.
Rien qu'en Île-de-France, il y avait 56 écoles de commerce, 20 BTS Management commercial, 43 Master Commerce et Management et 20 licences universitaires. C'est sans doute ici qu'on pouvait se former à être un bon chef. Mais est-ce que cela s'apprend ? C'est pas l'école qui apprend, je pense que c'est inné et ça après on progresse, mais on peut pas dire que ça s'apprend à l'école. Des gens sont faits pour ça et d'autres non. Et on s'inspire des autres éventuellement, mais c'est pas l'école qui l'apprend. Ah bon ? C'est pas à l'école qu'on apprend à manager ? Je pense pas, non. Et pourtant, ça s'appelle école de management ? Oui, c'est des grands principes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas venir donner des ordres et s'attendre à ce que le salarié soit efficace. Le salarié, il ne va plus répondre à ce mécanisme traditionnel. Par contre, quand on va venir et demander, partager, collaborer avec ce salarié, là, il va devenir de plus en plus efficace. Et on va utiliser le terme collaborateur et pas employé, pour une raison très simple. Parce qu'aujourd'hui, on ne considère plus le salarié comme quelqu'un qui doit venir exercer un ensemble de tâches parce que son manager lui a donné l'ordre de faire ça. On va le considérer comme quelqu'un avec qui on va collaborer. Il y a une certaine notion de partage, de collaboration, qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on parlait de salariés, c'est-à-dire on parlait tout simplement de la division verticale qu'on avait. Qu'on a vu quand on parlait de Taylor, on avait ceux qui allaient donner les ordres et on avait ceux qui allaient exercer les ordres. Donc à partir du moment où on a un manager qui est purement autoritaire, qui va laisser aucun spectre d'innovation, aucun spectre de réflexion à ses salariés, qui va venir leur imposer un modèle taylorien de division du travail qui existait durant les années 20, ce chef-là, déjà la perception que les salariés vont avoir de ce chef-là, elle ne sera pas du tout positive. C'est-à-dire qu'on va dire que son spectre d'influence à ce petit chef, à ce chef autoritaire, ça sera un spectre très limité. Ouais, j'aimerais bien diriger des gens plus tard. Ouais. Et tu as une idée de comment t'y prendre, comment tu ferais ? Je pense que mes équipes, je les laisserai libres, mais il faudrait qu'elles fassent le travail qu'elles ont à faire. Et tu imagines que tu seras un manager cool ou pas ? Non, pas forcément cool non plus. Faut avoir... Tu prends quoi. Moi je pense que quand faut prendre des décisions, faut les prendre coûte que coûte et que faut pas réfléchir à si ça va plaire ou si ça va pas plaire et que faut aller au bout de ses idées. Donc en fait, pour être un manager, il faut cacher ses sentiments ? Plus ou moins, et être ferme et direct, mais être honnête aussi, je pense. Et comment on fait pour cacher ses sentiments ? Cacher ses sentiments, c'est un travail de longue haleine, ça se fera aussi via l'expérience. Le petit chef, ça se définit, selon moi, comme quelqu'un qui ne garde jamais son calme, qui est en panique. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, il ne va pas hurler parce que c'est une mauvaise personne, il va hurler parce qu'il n'a pas confiance en lui. Un petit chef, pour moi, c'est quelqu'un qui ne maîtrise absolument pas son sujet, qui ne va pas être sûr de lui et être rassurant, justement. Et le petit chef, c'est quelqu'un qui va s'attribuer les idées de ses équipes, qui ne va pas avoir de courage managérial. Un petit chef, ça va être par exemple quelqu'un qui va être capable de licencier une personne, mais demander à sa DRH de s'en occuper, qui ne va pas avoir le courage de le faire lui-même. Il faut vraiment faire la différence entre le manager pas terrible, le mauvais manager, et le manager pervers narcissique, donc le manager toxique. Le pervers narcissique, c'est une pathologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille chez le psy, immédiatement. Et ça, ce n'est pas une formation qui va transformer les pervers narcissiques, c'est une pathologie reconnue, ce sont des gens qui sont malades. Malheureusement, il y en a en entreprise, et une étude a montré qu'ils sont 3%. Le harcèlement moral d'un manager toxique va faire se sentir coupable le collaborateur ou la collaboratrice en se disant « voilà, mais il a peut-être raison, s'il est en train de monter un dossier contre moi, c'est peut-être parce que je ne suis pas bon ». L'entreprise n'est en aucun cas un lieu qui doit détruire. On ne doit pas arriver au bureau avec une boule au ventre. Je pense que nous sommes tous des petits chefs en puissance ou des mauvais managers en puissance. C'est pour ça que je dis que le management, ça s'apprend. On me dit souvent, oui, mais un manager bienveillant, c'est une nature et on est manager par nature, alors que je suis profondément convaincu que c'est exactement comme le piano. En piano, n'importe qui, avec 2 doigts, peut jouer la lettre à Élise. Mais les bases doivent s'apprendre. Et malheureusement, en entreprise, trop souvent, des gens sont nommés managers sans avoir aucune formation. Le boss a toujours raison. C'est ma décision et ça se conteste pas. Et je pense effectivement au début de ma carrière avoir fait pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs. Bien souvent j'ai entendu ce mec est fou, c'est un taré, c'est un connard.
J'ai voulu savoir à quoi ils ressemblaient, ces mauvais managers. Pourquoi ils étaient obligés de composer avec l'incohérence de certaines situations, se montrant tolérants face à des règles absurdes et contradictoires. J'ai voulu savoir comment on en arrivait là, et s'il y avait des petits chefs repentis. Je savais que c'était pas bien, mais j'ai jamais eu honte. J'ai jamais eu de remords. Je touchais apparemment là où ça fait mal. C'était pas la bonne approche, c'était pas bien. T'as vu mon mail? Ouais, je sais, ouais. Je suis rentré dans cette société en 2001, le pur des hasards, par un responsable des opérations qui cherchait un responsable d'exploitation qui m'a donné ma chance en tant que manager. Pas évident au début, parce que quand on n'a pas les connaissances du management, vous apprenez sur le terrain, vous apprenez sur le tas. Ma première expérience de manager a été compliquée parce que la société n'était pas très bien, on nous a demandé de restructurer, de faire les services et de licencier des gens. On m'a demandé de décider de qui je gardais, qui je ne veux pas garder. J'avais des ambitions, j'étais carré, je voulais évoluer au sein de l'entreprise. Donc j'ai accepté cette mission-là. Il y avait des personnes qui ont éclaté en sanglots et d'autres qui sont partis de la colère, qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient licenciés. J'étais très mal perçu, j'étais considéré comme un arriviste, un ambitieux, et je pensais qu'à moi-même. La méthode a été très directe et très claire. Très franc, appliquez les règles, si vous ne les suivez pas, avertissement. Voilà. Les gens au début ont eu du mal, une réaction assez réfractaire. Et ça a été très compliqué, les relations et la communication avec eux. Parce qu'ils n'acceptaient pas du tout cette rigueur et ce fonctionnement-là. Et que les gens ne comprennent plus. C'est ce qui est normal, c'est comme un enfant. Hein. Un enfant, vous l'éduquez d'une façon, d'un coup, au jour de même, non, tu ne le feras plus, il ne comprendra pas. Mais là, c'est pareil. Vous avez des salariés, pendant des années, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Maintenant, on vous dit non, les règles sont comme ça, si vous ne respectez pas, vous êtes dehors. Mais il faut faire partir d'eux-mêmes, hein, parce qu'ils n'acceptent pas du tout la hiérarchie et les règles. Hein. Les gens me craignaient. Ouais. Par rapport à cette méthodologie, je n'avais pas d'état d'âme. Parce que j'avais des ambitions et de carrière qui me... C'est pour ça que je n'en tenais pas compte. Voilà. Après, je suis monté sur Paris, toujours dans la même entreprise, en tant que directeur d'exploitation. C'est manager et superviser toutes les agences. La stratégie de l'entreprise, c'était d'externaliser tout le service après-vente pour réduire les coûts. D'où on enlève du travail à des salariés. On va donner du travail à d'autres personnes, à une société externe qui nous coûtera moins cher. On a une vision de vous un peu différente. Vous êtes du mauvais côté. Qu'est-ce qui m'intéressait à l'époque? Le pouvoir. Une voiture, un salaire, un positionnement dans l'entreprise. Je voulais être respecté, gagner de l'argent et avoir une vie sociale très confortable. Si on veut être ambitieux, il faut avoir les dents qui règlent le parquet, comme dit dans le jargon, c'est qu'il faut écraser les gens pour y arriver. Il faut pousser des coudes. Et professionnellement parlant, il faut montrer que tu es ambitieux. Il faut faire des tâches ingrates que personne ne veut faire. Comme tu te sens, je vais le dire, ça, quand tu te sens au-dessus de tout, et comme tu as le pouvoir te déconnecte de la réalité. On peut se permettre de parler d'une personne, mais de même pas la respecter. Déjà ça, de plus respecter déjà la personne, c'est déjà on se prend pour ce qu'on n'est pas. Il en a tellement bavé pour arriver jusque-là. À lui de nous faire trimer, car ici, il a tous les droits. Il règne en maître sur ce service. S'il pouvait, il pisserait autour. Ce pantomime de l'entreprise, avec son pantalon trop court. Petit chef. Un des problèmes essentiels du management, en France et probablement dans d'autres pays, c'est que la personne qui va être nommée en tant que manager n'a pas forcément les compétences de manager. Dans le privé, ça va être, on va choisir le directeur commercial parce que ça a été le meilleur vendeur, mais le meilleur vendeur ne fera pas forcément le meilleur manager. Et dans le public,
On va choisir le manager parce que ça va être le plus ancien ou celui qui a le plus de points. Et là, force est de constater que ce n'est pas parce qu'on est le plus ancien qu'on va être le meilleur manager. Donc en fait, le principe de Peter, c'est extrêmement simple. Moi, je suis à ce niveau-là. Ça, c'est mon niveau de compétence au temps N. Et on va me dire, oh ben, tu as atteint ce niveau-là, on pense que tu peux arriver au niveau hiérarchique N+1. Et donc, effectivement, j'y arrive. Et donc, j'atteins mes objectifs, donc mes chefs vont être très contents. Ils vont dire, oh là là, mais t'es vraiment bon en N+1. Tiens, il y a une promotion en N+2, on croit que tu peux y arriver. Et puis là, bim, problème, j'y arrive pas. Et le principe du Peter, c'est ça. On va à chaque fois atteindre notre niveau d'incompétence. Parce que notre société et les entreprises en général sont créées sur le fait que la motivation principale d'un jeune diplômé, ou pas d'un jeune diplômé, c'est de monter dans la hiérarchie de l'entreprise. Devenir manager est quelque chose, c'est un peu le Graal. Donc on se dit, il faut monter dans la hiérarchie. Mais le problème, c'est plus on monte, c'est plus on risque d'atteindre son seuil, celui-là, d'incompétence. Alors, on est petit chef ou est-ce qu'on le devient? À qui la faute? C'est l'envie de pouvoir? C'est l'obsession du rendement? C'est face à l'adversité que la nature humaine reprend le dessus? Je me demande si je travaillais ici, est-ce que je serais moi-même un petit chef? Comment je ferais? J'ai fait comme bon me semblait, c'est-à-dire j'ai plutôt managé selon les résultats et pas forcément selon les compétences, les envies et les besoins de l'équipe. Donc j'étais très autoritaire, j'étais assez rigide, j'avais un niveau d'exigence assez élevé. Et puis j'étais assez pressée et donc du coup j'étais pas toujours sympa avec l'équipe. J'entendais des gens qui disaient que j'étais trop autoritaire, pas ouverte d'esprit, très top-down, c'est-à-dire que en gros c'est moi qui dis donc faut faire. J'étais sur le schéma du respect de la hiérarchie et que quand je demandais quelque chose ou que quand je voulais mettre une idée en place, eh bien il y avait ce schéma de la hiérarchie, on écoute d'abord le chef et puis après on voit comment on peut faire. Je me trouvais face à quelqu'un qui essayait d'argumenter et en fait je disais oui bon d'accord, on a bien compris, t'as pas envie de faire. Enfin voilà, c'était peut-être ce genre de réaction que j'avais. C'était, je fais quoi? Tu comprends pas? Tu comprends pas ce que je te dis? Pourtant c'est simple. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qu'il faut que je te réexplique pour quand même? Enfin, je vais pas t'apprendre ton métier. Je pouvais avoir ce genre de situation. C'est méchant, hein? Mais je l'ai été. Comme je suis assez tactile, du coup j'ai toujours un objet dans la main et en fait je cassais le stylo. Il y a certaines personnes dans mon équipe, quand je leur adressais la parole, baissaient les yeux, n'osaient pas me regarder. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était mal à l'aise parce que j'imposais trop d'autorité, trop de discipline. J'avais besoin de m'affirmer en tant que chef pour montrer qu'il y avait une certaine légitimité à diriger cette équipe. Je suis partie chez un client avec une personne de mon équipe que finalement je ne connaissais pas du tout et on avait 2 heures de route pour aller chez le client et cette personne s'est livrée à moi et en fait je me suis rendu compte que voilà, j'étais pas bon manager parce que j'étais pas du tout à l'écoute, que je connaissais rien des personnes qui étaient dans mon équipe et cette personne en fait elle a fait raconter l'histoire de l'équipe, de qu'est-ce qui se passait et je ne voyais rien, j'étais complètement aveugle et en fait moi j'étais trop sur la performance, le résultat, aller gagner des nouvelles affaires, satisfaire les clients mais pas du tout centré sur l'humain, pas du tout centré sur l'équipe et quand j'ai passé 2 heures avec cette personne dans la voiture, je me suis dit mais t'as rien compris ma fille, t'as rien compris. T'as rien compris à ce que c'est gérer une équipe. Et donc on est allé faire le rendez-vous chez le client. On a fait le chemin inverse et je lui ai dit qu'est-ce que t'attends finalement d'un chef? Alors évidemment la personne ne s'attendait pas à la question, mais j'en ai pas dormi. Ensuite je suis rentrée chez moi, j'en ai pas dormi, puis j'ai dit non mais plus jamais je veux retrouver cette situation où finalement je connais rien de mon équipe, je connais que les chiffres, que la performance et puis ça mène à quoi finalement?
Est-ce que je suis vraiment contente? Est-ce que je suis bien dans ce rôle-là? Pour finalement me retrouver dans des états de stress, c'est ça être manager? Bah non, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Tu vois, par exemple, tu as quelqu'un qui souffre. Il souffre parce qu'il a un manager qu'on appelle petit chef qui fait pas bien son travail, qui ne l'accompagne pas, mais qui au contraire lui dit tu fais ci, tu dis ça, il l'humilie, il l'engueule, il le contrôle, il lui dit que son travail n'est jamais parfait, voilà. Et en fait, tu te rends compte dans le système que le manager a un chef qui, lui, impose en fait des résultats et qu'il a une énorme pression qui vient de là. Donc il fait comme il peut pour faire passer le message. Et puis tu te rends compte aussi que dans les départements alentours, tout le monde sait qu'il se comporte mal, mais personne ne dit rien. Donc personne ne va reconnaître la souffrance. Et puis là, on est à un niveau de pair, P-A-I-R-S. Donc est-ce que tu peux dire à ton pote, mais en fait là tu es en train de le faire souffrir, tu déconnes. Donc tout ça, le système est tenu par le système et personne ne dit rien. C'est le silence. Personne ne dit rien. Et là, j'ai quelqu'un qui souffre pour éviter qu'il y ait des problèmes plus graves. Tout cela me semblait figé dans le temps. Il y avait toujours quelqu'un qui donnait des ordres et quelqu'un qui obéissait. Il y avait toujours un chef et le chef du chef. Et partout, dans cette nouvelle économie mondiale, on cherchait à faire plus, 2 fois plus, et toujours plus vite. Je voulais tout maîtriser, tout regarder, tout orienter, parce que je voulais pas qu'on se trompe, je voulais pas qu'on se plante, et toujours pour la même chose, l'objectif. Les gens me craignaient parce que justement, étant quelqu'un de directif et axé sur cet objectif, je voulais que tout soit parfait. Et donc, je pense que je leur mettais une pression, mais une pression qui était extrêmement négative, qui n'obtenait pas d'épanouissement personnel et professionnel. J'étais un jeune manager très peu formé, donc forcément axé sur l'objectif. Je ne voyais que ça et ne pensais qu'à ça. Donc je n'avais pas reçu de formation et je me suis retrouvé bombardé, chef, comme ça, du jour au lendemain. J'ai vu mon équipe complètement épuisée, on peut même dire rincée, tant physiquement que psychologiquement. J'ai interpellé la personne, elle arrivait à 9h02, oh, t'as regardé l'heure, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment? Tu pourrais prévoir, moi je suis là tous les jours, je ne comprends pas. Voilà, ce sont des axes qui ne sont vraiment pas bons pour encadrer des gens. Je n'ai reçu que très peu de plaintes de personnes parce que je pense qu'elles n'osaient pas venir me parler à l'époque. J'étais vraiment comme un cheval de course, avec des œillères et j'avançais que pour ma réussite. Mais parfois, le manager se retrouvait tout seul, incompris, détesté, mis à l'écart par son équipe, fatigué. Comment continuer dans ce cas-là? Être chef, cela voulait-il dire forcément ne pas être aimé? Ou alors, était-il possible de changer? Mais comment changer? Et par où commencer? Ça voulait dire quoi? Manager avec bienveillance. Au bout d'1 an et demi, j'ai vu l'équipe se retourner. Je l'ai senti. D'un seul coup, on m'écoutait moins, on m'entendait moins. On allait plus parler en forme de groupe ailleurs à part, ce qui fait que je commençais à me sentir un peu isolé. C'était finement bien joué d'ailleurs de la part de l'équipe. En me sentant isolé, forcément, le doute s'est installé, le mal-être s'est installé aussi. Et c'est de là que ce message, qui est une forme de baffe quand même, professionnel et personnel, a été parfaitement capté. Je suis parti de la structure pour pouvoir mieux me reconstruire et c'est de là que j'ai changé effectivement ma carrière professionnelle. Le premier changement, il a été de changer de profession. En faisant preuve d'humilité, moi, le manager, je me suis retrouvé simple et modeste collaborateur qui n'était rien dans ce milieu-là. Et là, effectivement, j'ai un peu compris ma douleur. J'ai connu des chefs qui étaient des mauvais chefs, voire même moins bons que moi à l'époque, puisqu'il n'y avait même pas l'axe de communication avec ne serait-ce qu'un petit sourire quand même. Donc j'ai rencontré des gens qui ne me rappelaient pas pour des affaires, pour me donner des accords commerciaux, donc je perdais le contrat, donc je ne touchais pas ma commission, donc je ne pouvais pas toucher ma prime sur objectif, donc super, je n'étais rien pour lui ou pour elle. D'autres me demandaient d'arrêter de sourire, parce que j'étais passionné par mon job. À l'ascenseur, je me souviens d'un matin, j'appuie sur le bouton, je fais « Ah bonjour, ça va, t'as passé une bonne soirée ?» Et j'ai une réponse comme ça, « Bon tu peux arrêter de sourire s'il te plaît, parce que là franchement… »
Au bout de 2 ans, c'est un contexte qui use moralement et physiquement. J'ai décidé de quitter l'entreprise, comme en accord avec la direction. Quand on a des salariés qui disent oui, monsieur Fauré, votre méthodologie de management, on ne l'apprécie pas du tout. Votre façon de communiquer, de prendre les gens d'eau. Là, tu es touché personnellement, parce qu'on touche la personne. Donc, tu te dis, j'ai loupé quelque chose. Si les gens ont cette vision de moi, c'est-à-dire que j'ai pas été bon quelque part. Dans la remise en question. Oui, il faudra qu'on parle aussi, on en parlera demain, peut-être de l'atelier. Oui. J'ai été au chômage pendant l'âge de temps. Hein. J'ai compris les gens qui sont au chômage, qui cherchent une activité, parce que d'être au chômage, coupé de tout, couper le lien social avec les gens, c'est très compliqué de retrouver une activité. Et voilà. Je me suis intéressé via des livres et des formations que j'ai effectuées sur le management, sur la communication, la stratégie de la communication. Et voilà, j'ai fait un gros travail sur moi par rapport à ça. D'où ça m'a permis d'être plus chaleureux avec les gens, mais on n'est pas copain-copain, hein, mais voilà, d'avoir une proximité avec ces gens, de s'intéresser à la personne, d'être plus à l'écoute, de ne pas parler de façon sèche, voilà, de toujours arrondir les choses, d'apporter les choses, d'écouter, d'apporter des réponses concrètes et objectives. Pas de dire non, c'est pas possible, voilà, c'est comme ça que je décide, voilà. Je vais voir ce que je peux faire, je me renseigne, je vous tiendrai au courant dans les plus brefs délais, voilà. Les gens ont besoin de reconnaissance et d'intérêt. Donc c'est un travail de longue haleine depuis 4 ans. Hein. Je m'intéresse, je travaille là-dessus tous les jours, tous les jours. Je me remets ma question sur tous les jours. J'ai été convoquée par mon chef et le RH sur un prétexte. Et finalement, c'était un peu mon procès. Donc c'était, oui, on a entendu dire, on a eu des remontées de ton équipe, comme quoi il y avait une mauvaise ambiance, que c'était très tendu, que tu ne mettais pas un climat de confiance et que donc on aimerait comprendre pourquoi. Donc là, j'ai vraiment pris une douche froide et voilà, je me suis sentie blessée. Oui, vraiment blessée parce que mon ego en a pris un petit coup et puis surtout c'est que j'en ai pris un coup parce que j'ai pas été capable de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou peut-être que je fermais les yeux et les oreilles pour rien voir et rien entendre. J'attendais aussi moi de mon manager qui me donne des solutions. Qui me disent, tu vois, peut-être qu'il aurait mieux fallu que tu fasses comme ça, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire comme ça. Et il a fallu que ce soit moi qui fasse mon travail de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas pour pouvoir progresser. Peut-être aussi que le manager que j'avais n'était pas aussi à l'aise dans l'exercice. J'ai eu la chance d'être allée en formation de manager. Ça faisait 10 ans que j'étais manager. Et au cours de cette formation, j'ai appris qu'on pouvait apprendre et j'ai eu des grilles de lecture des comportements des personnes et qu'on pouvait comprendre en fait si les gens étaient heureux ou malheureux et si ils étaient bien dans leur poste. Donc j'ai eu une révélation. Ce que j'ai changé, c'est qu'avant je prenais jamais le café avec mon équipe. Maintenant je prends le café avec mon équipe. Donc, pour être un bon manager, il fallait boire du café, ne pas oublier de dire bonjour à ses subordonnés, collaborateurs, cacher ses sentiments et lire des livres.
Non, il n'est pas. Non, mais il n'est pas mauvais. Il a ses défauts et ses qualités. Je vois une nouvelle génération arriver qui a une philosophie totalement différente que la nôtre. On a connu la génération Y, maintenant il y a la génération Z, qui privilégie leur vie personnelle, leur cadre de vie personnel. La vie professionnelle passe en second plan. Voilà. Et ça va être plus compliqué. Parce que j'ai connu ma génération, je ne suis pas si vieux, une génération dont on s'impliquait à 200% dans notre vie professionnelle, parce qu'on a été éduqués, hein. Notre génération, par nos parents. Hein. Il faut que tu bosses pour évoluer, pour avoir un travail, parce que dehors, c'est pas facile. Mais cette génération qui arrive, il n'y a rien de grave. Eux, leur vie professionnelle passe en second plan. Que nous, notre génération, c'est totalement l'inverse. Parce qu'ils ne veulent plus avoir cette vie-là, ils ne veulent plus de contraintes dans la vie professionnelle, même plus contraintes de surconsommation. Il faut que les sociétés s'y préparent. Parce que je pense qu'en France, on n'est pas préparé à cette méthode-là. Ça fait 2 mois que je suis dans cette entreprise. Je peux déjà bien voir la différence entre les entreprises que j'ai fait avant et celle-ci. Par exemple, les entreprises que j'avais fait avant, c'était des entreprises un peu plus grosses, un peu plus structurées, dans le sens où, par exemple, pour l'accoutrement, on était habillé en costard-cravate avec des chaussures, les cheveux attachés, on avait un badge pour pouvoir rentrer, les horaires étaient assez fixes. Là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible et on a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Mais c'est pas pour autant qu'on ne travaille pas, hein, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette nouvelle technique de management qu'on appelle le management agile, c'est qu'on est vraiment impliqué, tous les employés sont impliqués dans en fait, la stratégie de l'entreprise à tous les niveaux. Donc en fait, la prise de décision va vraiment se faire de manière collégiale. Nous ici, on n'a pas d'horaire imposé, on a une quantité d'heures de travail à fournir. Après, on est un peu libre de les faire comme on veut et c'est un peu en fonction plutôt en ton âme et conscience individuelle en tant qu'employé. On n'a pas vraiment de compte à rendre à personne, si ce n'est que si tu n'avances pas sur ton travail, il n'est pas fait et c'est là où tu en payes les conséquences. Voilà, et donc cette liberté que tu as là de t'organiser, elle se paye dans le sens où tu es responsable de ton travail. Et que si toi tu viens pas lundi, il n'y a personne d'autre que toi pour faire ton travail, personne en dessous. Et ça se voit en fait, quand une personne ne travaille pas pendant une journée dans une petite structure, ça se sent. Il y a toujours eu une notion de hiérarchie, il y a toujours un supérieur ou un chef, mais ça peut être plus ou moins ressenti selon éventuellement l'entreprise dans laquelle on se trouve. Après, je sais que certaines personnes aiment être plus dirigées que d'autres, et c'est pour ça que dans des structures comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui, je m'épanouis parce que justement, on a ce contact avec le manager et la personne au-dessus de nous qui est assez sympathique et assez, pas dire cool, mais assez... on respecte la personne, mais elle nous respecte aussi, et on sait qu'on a une liberté de choix et de proposition vis-à-vis de cette personne-là, et qu'elle va nous écouter. Je pense que l'être humain a toujours besoin d'un chef. C'est un petit côté rassurant. Je vais reprendre l'exemple de l'avion. Pour moi, c'est exactement comme une entreprise. Dans une entreprise, il y a le pilote de l'avion et il y a les gens qui sont passagers. On supprime le pilote. C'est un peu flippant. On a besoin d'être assuré par quelqu'un, alors ça peut être en permanence ou, encore une fois, quand on est en mode projet de façon temporaire, on a besoin de quelqu'un qui va être là en cas de danger, assurer, garder son calme si jamais il y a des grosses menaces, assumer les erreurs de ses équipes, parce que c'est ça aussi être un manager, c'est pas de dire quand quelqu'un fait une erreur dans l'équipe, c'est de sa faute, mais d'aller voir sa propre hiérarchie en disant j'assume l'erreur, parce qu'en tant que chef, j'assume les erreurs de mes équipes. Je ne crois pas du tout à l'abandon du management et je crois qu'effectivement on a tous et toutes besoin d'un chef. Chef de secteur, chef d'entreprise, chef de pub, chef d'établissement, sergent-chef, médecin-chef, sous-chef, adjudant-chef, chef de station, chef de gare, chef cuistot, chef haillon, chef de rang, chef TEN, chef d'État, petit chef. Être un petit chef, ça peut être pas mal, mais ça ne dure qu'un temps. On obtient un résultat, mais éphémère, à l'instant T.
pas à moyen et à long terme. Et on ne construit pas en étant comme ça. Aujourd'hui, dans les relations du travail, elles sont devenues un peu plus complexes, un peu plus aseptisées. Pourquoi avant, on pouvait communiquer, on se passait un petit coup de fil, on se disait les choses et puis après ça avançait. Aujourd'hui, il faut automatiquement formaliser et mettre en copie quelqu'un. Donc on voit bien que le partage d'informations, d'accord, sur tel dossier, sur telle chose, mais malheureusement, on voit bien que la communication directe n'existe plus. Il faut un parapluie, au cas où. Donc on n'est plus dans la responsabilisation de l'individu et l'autonomie, on est dans la protection de son poste, dans la protection de ses données, dans la protection de ses chiffres, où tout est en copie avec quelqu'un, les uns les autres, tout le monde est au courant plus ou moins de tout, ou de rien. Et aujourd'hui, ça crée des silos. Et on ne se connaît plus, on ne se parle plus, on ne partage plus. Aujourd'hui, pour se parler et apprendre à se connaître, les salariés partent souvent en team building, renforcement d'équipe. Rendez-vous sur place et notez dans votre grille la direction dans laquelle marche l'animal. On va aller sur la route goudronnée déjà pour prendre le chemin. Et on va pas sur celle qui se coupe, on continue. Mais c'est pas ça, là, faut trouver la direction. Vers où il se dirige, lui. Vers où il se dirige. C'est en marchant sur les traces d'un mystérieux animal qu'on retrouve l'esprit d'équipe, qu'on peut apprendre à gérer le stress et à supporter cette structure pyramidale étouffante qu'est parfois l'entreprise. Le nord, vous avez vu, vous étiez le nord. On était là, et là on est en train de repartir comme ça. Du coup, il y a deux routes qui se séparent. L'ouest, ouest, sud-est. Ah non, ouais. En fait, il vient du nord. Mais non, et non, il faut que le nord, il va vers là. Oui, d'accord, mais on s'en fout là de la carte. Il faut que juste qu'on dise vers où va l'éléphant. Mais pourquoi vous allez par là? Mais pourquoi vous allez par là? Nord, sud, nord. Bah oui, nord, sud, nord. Oh là, on a trouvé l'éléphant. Hein. Ça vous a plu? Alors qu'est-ce que cela vous a apporté cet après-midi de cohésion d'équipe? La fatigue. La fatigue. La fatigue. Donc, avant, on dirigeait avec la carotte et le bâton. Maintenant, on manage avec des guimauves et des bonbons. Les plus vieux, on a gagné. Est-ce que ça marche ? Cette histoire est la vôtre, celle d'un manager qui doit à la fois gérer des enjeux quotidiens et de long terme, rechercher la rentabilité tout en veillant à la mobilisation de ses collaborateurs, s'investir sans compter dans l'entreprise, tout en apprenant à gérer son stress et à piloter judicieusement sa carrière entre les promesses d'avancement et les tentations de la start-up. Cette quête initiatique du manager idéal ne manque pas d'interpeller par sa simplicité et sa limpidité. Elle propose au lecteur quelques principes élémentaires très précieux pour bien gérer les hommes. Ce que je préfère, c'est la boîte à outils du management. C'est-à-dire que c'est comme si tu lisais un livre sur le bricolage et à la fin, tu sais construire une maison tout seul. Parce que tu reconnais les vis, tu reconnais les marteaux, tu sais comment il faut les tourner et les revisser. En fait, dans les livres de management, tout n'est pas acheté. Simplement, c'est génial parce que tu as l'impression que si tu achètes un livre, après tu sais faire. Après, tu es un bon manager. Pour que ça change, je pense qu'il y a une autorisation à parler, en fait. Que les gens peuvent se donner à eux-mêmes, ce qui est le plus difficile, ou en tout cas, si chacun exprime ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il attend, et si chacun est entendu, et c'est là qu'un bon manager doit faire son job, ça peut faire bouger les choses. Mais tant qu'on ne dit rien, le problème n'existe pas. Qu'est-ce qu'un bon chef? On le sait. Ce sont nos collaborateurs qui peuvent nous le dire. C'est un chef gentil, c'est parce qu'il dit oui à tout. Un bon manager, c'est comme un chef d'orchestre. Donc il a un objectif, un projet. Dans une entreprise, il y a une partition à jouer. Selon la façon dont il va mener sa baguette, il va obtenir des accords un peu différenciés par rapport à la musique. Manager, c'est pas un métier en fait. Manager, c'est une fonction. Être manager, c'est avant tout être humble, assumer le fait
qu'être manager n'est pas synonyme d'avoir raison. L'art du management, c'est l'art du leader. Hein, c'est être un leader. C'est pas quelqu'un qui tape. C'est d'abord écouter, comprendre les gens. C'est avoir une bonne tension. C'est faire en sorte que voilà, la courroie elle soit bien tendue, que ça fonctionne de façon harmonieuse. Merci beaucoup.